Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Alexandre Delval pour faire un point général sur la géopolitique internationale en ce début d'année 2026. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Delval, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors on se retrouve en ce début d'année 2026 pour faire un point global sur la géopolitique internationale. On va parler des enjeux qui se jouent actuellement entre différents pays, des conséquences que l'on peut attendre aussi de tout ça, mais surtout on va parler des États-Unis. Et c'est ma première question, bien sûr. Le discours de Donald Trump à Davos il y a quelques jours a fait réagir le monde entier. En quelques points, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu de ce discours et quel message Trump a voulu transmettre ? Alors, du côté des Européens, à part quelques pays gouvernés par des adeptes de Trump, du côté des Européens, on a oscillé entre sidération, soumission vile et ouf. Ouf, ça n'a pas été aussi horrible que l'on croyait. Finalement, il a un peu reculé sur le Groenland. Ouf. Même si en fait on n'a pas du tout fait peur à Trump pour le Groenland, il a juste vu qu'on accepte de négocier. Et sa stratégie depuis le début, c'était de négocier un peu plus que ce que l'accord de 1951 lui permet de faire au Groenland. Et donc certains ont dit oui, c'est grâce à nous, parce qu'on a failli employer le bazooka, l'arme absolue des Européens économiques, etc. Mais beaucoup ont eu très peur, beaucoup ont été outrés, choqués. De nombreux adeptes de l'ordre international libéral disent de toute façon, c'est qu'un mauvais moment. Bientôt, il va perdre les midterms. On aura un deuxième ouf. Et ensuite, bien sûr, les démocrates reviendront au pouvoir. Et là, l'Amérique sera gentille, bienveillante. Elle ne nous fera pas de coups tordus. Et l'ordre international redeviendra normal. Sauf si, entre-temps, cet horrible dictateur reste au pouvoir et empêche de nouvelles élections. Là, donc on a un côté assez moralisant du point de vue européen. Par contre, dans le reste du monde, finalement, c'est assez partagé. Le Canada n'a pas exclu de participer au Conseil de la paix. La Russie a été invitée, elle a réfléchi. Les Émirats arabes unis, le Maroc ont tout de suite accepté. De nombreuses puissances ont accepté ou sont en train de réfléchir, pas que l'Argentine ou d'autres, mais ça peut les intéresser. Pourquoi? Parce que de nombreux pays voient bien que l'ONU n'a aucun effet sur les grands problèmes du monde. L'ONU n'a aucun grand effet sur les problèmes du monde. L'ONU n'a jamais réglé le problème des Palestiniens parce que le Conseil de la paix a été au départ conçu par rapport à Gaza. Et le plan de Trump qui consiste à faire du business, créer des emplois, un énorme parc immobilier, des usines de minage pour le digital et voilà et du tourisme avec plein de buildings, peut-être que ça pourra donner des emplois à de nombreux habitants. Est-ce que c'est plus bête que ce que l'on a fait depuis 70 ans avec l'UNRWA? Vous savez, l'UNRWA, pour nos auditeurs, c'est une organisation pour les réfugiés palestiniens, financée par notamment l'ONU, qui dépend de l'ONU, et qui, à elle seule, tenez-vous bien, capte autant d'argent que le HCR des Nations Unies, chargé de tous les autres réfugiés du reste du monde. Donc c'était un immense gâchis. L'UNRWA était un immense gâchis mondial qui entretenait essentiellement l'administration du Hamas à Gaza et l'administration corrompue, ultra corrompue de la Cisjordanie, de l'autorité palestinienne. Israël vient de le démanteler et Trump veut mettre autre chose. Il avait créé le fonds humanitaire pour Gaza, qui a été ensuite démantelé, mais il va renaître. Et finalement, beaucoup de pays n'aiment pas forcément ce que fait Trump, mais se disent, est-ce que ce sera pire que ce qu'il y avait avant?
Vous savez, c'est comme dans nos pays, ceux qui disent ah, c'est horrible s'il y a, je sais pas, des populistes qui viennent au pouvoir. Et de plus en plus de gens, des peuples de base, se disent mais finalement, ils ont fait quoi ceux qui étaient avant? Ils nous ont mis dans la dette, dans l'immigration de masse et dans la paupérisation. Finalement, bah, c'est un peu pareil au niveau mondial. Certains se disent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui votent pour les populistes en disant c'est pas ma tasse de thé, ou ceux qui ont voté Macron la dernière fois. Hein, c'est pas ma tasse de thé, mais on va l'essayer celui-là. Donc Mm. je pense que Trump, certains pays en dehors des pays moralistes occidentaux qui détestent Trump, pas mal de pays du Sud finalement, regardez, les pays arabes ont été les premiers à adhérer au Conseil de la paix. Enfin, Mm. pas tous, mais plusieurs pays arabes. Donc ça, c'est le bilan de Davos. Alors Davos, il y a eu une confirmation de la thèse de mon dernier livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, qui décrit un petit peu cette bascule géopolitique mondiale favorisée par le retour de Trump et pas uniquement par la guerre en Ukraine et ses conséquences. Et dans ce livre, j'annonçais que Trump va faire imploser l'Occident. Ça ne veut pas dire qu'il va lâcher l'OTAN, comme on dit, ça c'est trop simpliste. Il va faire imploser l'illusion d'un Occident global, globalisé, qui est un tout et qui avance d'une seule voie. Il va faire imploser cette illusion. Lui, en tant qu'adepte de la géopolitique réaliste et du business, il ne croit qu'en deux choses, en dehors de sa famille et ses intérêts personnels. Il croit en la force des États-nations. Il ne croit pas ni au multilatéralisme, ni au supranationalisme. Et les accords, il veut bien des accords stratégiques à condition qu'ils ne soient pas des accords contraignants. Il ne croit qu'à l'État-nation. En ce sens, il est assez gaulliste. De Gaulle disait un accord, un traité d'alliance, ok, à condition que ça ne m'oblige pas à faire une guerre qui ne soit pas la mienne. Trump, c'est exactement comme ça. Je veux bien de l'OTAN, mais vous n'allez pas m'embarquer dans les problèmes des Ukrainiens et des Russes. C'est votre problème. Moi, je ne vais pas faire une guerre qui n'est pas dans mon intérêt. Donc, il est en train de tout faire voler en éclats, pas forcément abandonner tout, mais il va restructurer, renégocier. Il va renégocier son adhésion à l'OTAN et son maintien conditionnel à l'OTAN. Il va renégocier ses alliances avec le Japon et avec Taïwan, c'est-à-dire que il applique l'offshore balancing. L'empire ne doit pas s'occuper de tout directement. L'empire américain n'est plus globaliste, il ne répand pas la démocratie ni le libéralisme, et il nous apprend d'ailleurs qu'il veut trouver une entente avec les Chinois, il ne propose pas la guerre, trouver une entente avec les Russes sur l'Ukraine, trouver une entente avec le régime des Mollahs en Iran, même s'il montre sa force, il envoie des armes, et Maduro, il l'a capturé, mais il veut trouver une entente avec le régime en place. Ça montre bien que il ne détruit pas tout, mais il enlève les certitudes et il rappelle que tout est négociable, rien n'est définitif, comme une aimée qui dit l'amour n'est pas définitif, il n'y a que des preuves d'amour, et s'il n'y a pas de preuves d'amour et de surprise, ce ne sera pas définitif. Il y a une condition. Donc voilà, ça choque tout le monde, mais finalement, c'est la logique des choses. Ce qui est choquant, c'est son manque de surmoi, son manque de politesse, son côté vulgaire, encore, il n'est pas tout le temps, son côté totalement désinhibé, son narcissisme absolu et son manque d'empathie. Il est capable de dire carrément à Zelensky, t'as aucune carte dans les mains, en gros, la ferme, puis dis merci. Il vous met à l'amende. C'est pas très élégant, c'est pas très agréable, certes, mais quelque part, il dit souvent des choses vraies et il ne ment pas. Contrairement à ses prédécesseurs qui ont toujours racketté l'Union européenne, la France, la BNP Paribas, rappelez-vous, les lois extraterritoriales qui ont racketté les Européens, c'est depuis les années Clinton, 1990. Donc finalement, il n'est pas pire que les autres. Les guerres, il a fait beaucoup moins de morts que ceux qui ont fait des guerres, qui ont occupé l'Irak et l'Afghanistan ou déstabilisé la Libye. Donc finalement, il n'est pas pire que les autres. Pour l'instant, il n'a pas fait couler autant de sang que ses quatre prédécesseurs réunis. Et Mm. même un par un, ses quatre prédécesseurs ont plus déstabilisé et fait de morts que lui.
il a fait des interventions très rapides, etc. Donc il faut le remettre dans son contexte. Ce discours à Davos ne pouvait pas être un discours bisounours, puisqu'il déteste Davos. Davos, c'est l'organisation globaliste par excellence qui réunit des États et des chefs d'entreprise et des multinationales globalistes. Et l'agenda de Davos, depuis toujours, est globaliste, même si tous ceux qui y vont ne sont pas d'accord. Hein, c'est pas un robot, Davos. Mais les concepteurs de Davos sont des mondialistes. Et lui, bah, il a fait un peu comme J.D. Vance, quand J.D. Vance est allé à la réunion de sécurité à Munich, qui était censé taper sur les Russes et les Chinois et les méchants populistes, ben il a fait l'inverse. Il a dit votre menace, c'est pas les Chinois ou les Russes. Occupez-vous de votre propre existence. Vous êtes en train de disparaître et d'atteindre à la liberté d'expression, et vous êtes en train d'être envahi. D'ailleurs, M. Trump a dit la même chose. Moi, je ne suis pas anti-européen. Il a rappelé ses origines européennes et il a dit, j'aimerais juste que si j'ai des partenaires dans le cadre de l'OTAN ou autres, si c'est plus les mêmes 60 ans plus tard, s'ils n'ont plus ou 80 ans plus tard, si j'ai signé avec des Européens et que en 2050, mon successeur ou en 2030, il devra protéger des pays qui sont devenus pro-palestiniens, qui sont devenus tiers-mondistes et majoritairement musulmans. Alors il exagère, mais il dit c'est une façon d'avoir un prétexte pour conditionner son maintien dans les alliances comme l'OTAN. En fait, quand il dit l'Europe est en risque d'effacement civilisationnel, et il l'a laissé entendre encore à Davos, et il dit par là, j'aurai un prétexte pour vous lâcher si à un moment j'ai pas intérêt à rester avec vous. Tout Hmm. cela n'est pas forcément très agréable à entendre, mais on le sait qu'ils pensent ça. Et de toute façon, les Américains dans le passé, ont-ils tenu leurs promesses lorsqu'ils avaient tenu des promesses? Ils avaient promis aux Kurdes de les aider jusqu'au dernier. Ils sont en train de les abandonner. Et ils les avaient déjà abandonnés avant Trump. Ils ont toujours utilisé et jeté comme une éponge. Les Vietnamiens du Sud qui devaient être protégés de l'invasion communiste, lorsque les communistes ont attaqué le Vietnam libre, eh bien, le président américain de l'époque a dit, désolé, ça a été signé par mon prédécesseur, l'engagement n'engage que celui qui l'écoute. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que lui, il est plus vulgaire, il le dit directement, et quelque part, il nous réveille. Alors au-delà de Trump et des Américains, il se passe encore beaucoup de choses dans le monde entier en ce début d'année 2026. Par exemple sur le conflit russo-ukrainien. En ce début d'année 2026, est-ce que selon vous ça marque une victoire stratégique de la Russie, les dernières évolutions, un échec de l'Occident ou plutôt une impasse durable aux conséquences mondiales finalement? Non, je pense que tout le monde y perd dans cette guerre parce qu'il y a énormément de morts des deux côtés. Mediazona, qui est assez sérieux, parle de 250 000 morts de chaque côté et faut multiplier par 3 les pertes. Certains disent que c'est discutable en plus ou en moins, mais même si les Russes n'avaient perdu que 150 000, ou même 100 000, ou même 50 000, ce serait beaucoup plus que les 10 ans de guerre en Afghanistan. Donc c'est quand même un drame pour tout le monde. Victoire stratégique pour la Russie, j'irai pas jusque-là, mais victoire possible, stratégique pour la Russie. Tout dépend ce qu'on appelle stratégique. Si on appelle par stratégique une victoire contre l'avancée des systèmes d'armes occidentaux et de l'OTAN vers l'Est et de l'encerclement de la Russie, ce n'est pas une victoire stratégique. Pour l'instant, la mer Noire est toujours contrôlée en partie par les Turcs, en partie par les Russes, mais aussi par des Ukrainiens et leurs alliés qui font du sabotage d'ailleurs et des attaques de dispositifs russes. Par le Nord, il y a plus de pays du Nord qui adhèrent à l'OTAN et qui font des exercices militaires avec les pays de l'OTAN et donc qui encerclent la Russie et qui font de la mer Baltique un lac de l'OTAN presque. Kaliningrad est de plus en plus isolé. Pour l'instant, ce n'est pas une victoire stratégique, mais c'est une victoire tactique sur une partie du territoire ukrainien. C'est déjà pas mal pour les Russes, c'est mieux que s'ils avaient été repoussés partout, mais on ne peut pas dire que ça soit une victoire stratégique. Pour l'instant, c'est une semi-victoire tactique, car l'un des objectifs de la Russie n'était pas d'occuper toute l'Ukraine, pour une raison très simple. Les Russes n'ont aucun intérêt à avoir 30 millions d'Ukrainiens russophobes
ou 20 millions d'Ukrainiens russophobes sur leur territoire. Donc la Russie n'a jamais voulu occuper et annexer toute l'Ukraine. Mais par contre, là où il y a eu un échec tactique, c'est que un des buts de l'opération, c'était de renverser le gouvernement pro-occidental à Kiev. Pour l'instant, c'est pas réussi. Mais peut-être que ça va marcher dans le plan politique, une fois qu'il y aura un accord de paix ou de déconfliction ou un cessez-le-feu, peut-être que les Russes l'obtiendront dans le cadre d'un Yalta avec les Américains et un après Zelensky. Mais c'est pas certain. Il est possible que le successeur de Zelensky soit Jaluzny, l'actuel ambassadeur ukrainien à Londres, qui est très populaire, puisque Yermak, l'un de ses conseillers proches, a été incriminé, maintenant il est hors jeu. Et le boxeur, le maire de Kiev, n'est pas vraiment le plus populaire aujourd'hui. Jaluzny est bien plus populaire. Donc on arrive bientôt vers la fin du pouvoir de Zelensky, et là ce sera l'une des raisons de la réussite et du succès stratégique des Russes si, à Kiev, dans quelques mois, dans le cadre d'un Yalta ou d'un accord pragmatique russo-américain imposé aux Ukrainiens, si la nouvelle gouvernance de Kiev devient neutraliste. Ce sera l'un des objectifs de guerre de la Russie. Kiev qui devient neutre, qui renonce définitivement à l'OTAN, dont l'armée sera résiduelle, qui ne pourra plus attaquer le Donbass, ni récupérer les territoires perdus, et qui sera totalement neutraliste, une sorte de scénario géorgien. Dans mon livre, je montre les différents scénarios et je reprends notamment l'un des scénarios de la JP Morgan Bank, qui est un centre d'analyse géopolitique. Les banques souvent font des analyses assez froides. Comme les journaux économiques, c'est souvent un peu plus intéressant. Et le scénario à la géorgienne, c'est la Géorgie qui, volontairement, pour ne pas être encore plus dans un problème insoluble, finit par reprendre des bonnes relations de voisinage et d'échange avec la Russie et finit par avoir un gouvernement, non pas pro-russe, mais qui est en bonne relation avec la Russie. Mm. Ce serait le meilleur scénario pour l'Ukraine. Je dis bien le meilleur, non pas parce que c'est le meilleur pour moi, mais parce qu'il ne serait pas trop violent. Un autre scénario, ce serait une Ukraine qui est divisée durablement, mais il n'y a pas de reconnaissance de territoire. C'est un peu ce que veulent les Européens. On reconnaît sans reconnaître, on donne aucun statut, donc on gèle en fait un conflit. Ça, c'est plutôt un scénario à la nord- et sud-coréenne, et ça ne règle rien, et la guerre peut éclater à nouveau dans 3 ans, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle du caractère russe des territoires occupés où la Russie a gagné tactiquement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs scénarios. Et il y a aussi le scénario de dérapage, hein. Si les Ukrainiens et les Russes arrivent à continuer sans qu'aucun des deux s'écroule jusqu'à une alternance et que des interventionnistes reviennent en Amérique et à nouveau aident énormément les Ukrainiens, ou alors si l'OTAN rentre dans une guerre, parce que c'est pas impossible, à cause du fait qu'on est chaque jour à la limite d'une guerre entre 4 ou 5 pays de l'OTAN, de l'Est, de l'Europe et la Russie. Oui, il y a plusieurs scénarios, y compris l'engrenage. Pas forcément une guerre de tout l'OTAN. Il n'y a que les naïfs qui pensent que l'article 5 de l'OTAN est automatique et comme des robots, les Américains, les Anglais, tout le monde frappe la Russie parce que la Russie a frappé la Pologne ou les Pays-Bas. Ça ne marche pas comme ça. L'article 5 de l'OTAN, il a été utilisé une seule fois, lorsque les Américains ont demandé l'aide de leurs partenaires en Afghanistan. Mais on ne sait pas si l'article 5 va marcher, ni même l'article équivalent du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'énigmes. Pour l'instant, les Russes n'ont aucun intérêt à négocier, puisque on ne veut pas, dans le plan Trump, il y avait une armée ukrainienne quand même importante, 600 000 hommes, c'est 3 fois la France, hein, mais 3 fois l'armée française, mais là, ils veulent monter beaucoup plus, même en temps de guerre. Ça ne plaît pas aux Russes, et les territoires n'ont toujours pas de statut, ça ne plaît pas aux Russes. Donc pour l'instant, les Russes disent, finalement, ça tombe bien. Vous voulez pas geler tel que c'est, parce que vous voulez pas donner des garanties sur une armée résiduelle. C'était l'un des buts de l'opération militaire spéciale russe, c'était la démilitarisation. Elle a été en partie menée dans certains endroits, mais pas dans toute l'Ukraine. Donc si la gouvernance reste atlantiste, même s'ils veulent pas de l'OTAN,
Si Kiev continue à dire que les garanties de sécurité seront l'équivalent d'un article 5 de l'OTAN avec des troupes internationales, dont certains pays de l'OTAN sur le sol ukrainien, ça ne peut pas être accepté pour l'instant par les Russes. Tant qu'ils n'ont pas perdu, ils ne peuvent pas accepter une telle condition. Et donc vous voyez bien qu'on est quand même assez loin d'une solution. Donc les Russes se disent, OK, puisqu'ils ne veulent pas nous donner les 20% qui manquent du reste du Donbass, 20 ou 25%, ça dépend des endroits, et ils ne veulent pas accepter de retirer leurs troupes de ces 20-30% de manière négociée, nous allons le récupérer 50 000 morts plus tard. Hmm. Ah, C'est horrible, Ah c'est oui. horrible, c'est la situation actuelle. Le Moyen-Orient, quant à lui, est-il toujours plus instable qu'avant le 7 octobre 2023 selon vous, ou au contraire en voie de recomposition autour de nouveaux équilibres? Je pense la deuxième solution. J'ai toujours dit depuis le début de la guerre que la passion, l'émotion, le bien, le mal, euh, l'empathie n'est pas quelque chose, et même l'idéologie, et même le pathos, comme on dit en sociologie, ne permet pas de faire de l'analyse géopolitique. Donc, quand je parle à mes amis qui sont pro-palestiniens ou à mes amis qui sont pro-israéliens, quand ils sont trop dans l'émotion, je leur dis attention, votre jugement est empêché Hmm. par le fait que vous mettez de l'émotion. Si on met l'émotion de côté, les carnages, les massacres, certains utilisent même le mot génocide, etc. Si on met le côté aussi de l'émotion de la rue, c'est vrai que vous allez à Tunis, j'étais avec un Tunisien, un ami tunisien hier, très pro-palestinien, c'est quelque chose de très important pour la population tunisienne. Tout le monde a le drapeau palestinien, comme la gauche française, comme beaucoup de rues, ce qu'on appelle la rue arabe. Mais par contre, malheureusement, ce qui compte dans la géopolitique, c'est pas l'opinion ou l'émotion des peuples. Et d'ailleurs, celui qui va se bouger pour manifester pour la Palestine en Tunisie, il n'est pas forcément volontaire pour aller se battre à Gaza ou en Cisjordanie. Donc, ça ne compte pas vraiment, ce n'est pas des divisions. Les seules fois où il y a eu des engouements de masse pour aller aider des forces létales, c'était la Syrie, et c'était pas pour aider des Palestiniens, c'était pour aider des djihadistes qui allaient attaquer Bachar al-Assad. Mais on n'a pas beaucoup d'autres cas avec autant de volontaires qui viennent de partout. Par contre, ceux qui défilent pour la Palestine dans les pays arabes ou ici, très peu, à mon avis presque personne, va se battre avec les Palestiniens. D'ailleurs, pendant la guerre froide, ceux qui étaient le plus en grand nombre des volontaires pour aller se battre avec les Palestiniens, c'était des Carlos, des bandes Abadère, des Actions Directes, des Brigades Rouges. C'était l'extrême gauche révolutionnaire européenne et quelques indépendantistes de l'ETA, etc. Et en gros des tiers-mondistes. Donc vous voyez bien que dans la réalité, les pays arabes, dans leur direction, la plupart des régimes arabes ne font rien, mais absolument rien, ni pour la Cisjordanie, ni pour Gaza. Ceux qui faisaient le plus pour la Palestine, c'était l'UNRWA, et c'était les financements américains et européens. C'était les financements des pays riches, et c'était l'ONU, donc vos et nos impôts, qui donnait le plus d'aide avec les Émirats qui donnaient pas mal et le Qatar qui donnait à Gaza. Donc Trump se dit, finalement, les Palestiniens, tout le monde s'en fout. Les accords d'Abraham ne sont pas morts, alors qu'ils auraient dû mourir. Après 60 000 morts à Gaza, tout le monde disait, le Hamas a gagné la guerre symbolique, il a perdu 60 000 habitants de Damas, mais grâce au martyr de ces gens, le monde arabe n'acceptera plus jamais les accords d'Abraham. C'est pas vrai. Il y a même un nouveau pays musulman énorme, l'Indonésie, qui n'est pas arabe mais qui est musulman, le plus grand pays musulman, veut adhérer aux accords d'Abraham. L'Arabie saoudite s'apprête à y rentrer et pour justifier de rentrer dans les accords d'Abraham, l'Arabie saoudite, en juillet dernier et en septembre dernier, avec M. Macron d'ailleurs, l'Arabie saoudite a fait voter une fameuse déclaration de New York qui reconnaît la Palestine, donc la Cisjordanie, en échange de l'abandon total par les pays arabes du soutien au Hamas, ni militaire, ni politique. Donc vous voyez bien que ça n'a pas déstabilisé le Moyen-Orient. Au contraire, le Hamas a entraîné le Hezbollah. Du coup, Israël a frappé le Hezbollah
autant que le Hamas, voire plus. Du coup, ça a affaibli l'Iran. Du coup, ça a fait tomber Bachar al-Assad, qui était protégé par les milices pro-iraniennes. Et du coup, le seul qui perd aujourd'hui, c'est l'axe iranien, qui était un axe qui déstabilisait le Proche-Orient. Et vous voyez bien que contre l'Iran, la plupart des pays arabes sont plutôt, d'un point de vue stratégique et cynique, si on enlève la rue, l'émotion, les articles de journaux, les gens qui hurlent au journal de 20 heures dans les pays arabes, qui disent nos frères palestiniens sont génocidés, etc. Si on enlève tout ce théâtre, les pays arabes, aujourd'hui, sont contents que l'axe iranien soit affaibli par Israël. C'est peut-être dur à entendre pour un pro-palestinien, qu'il soit chrétien, pro-palestinien ou musulman, etc. Peu importe la raison de sa palestinophilie, mais c'est la réalité. Le Maroc, d'ailleurs, était le premier pays arabe à proposer à rentrer dans le Conseil de la paix. Bahreïn a suivi, l'Arabie saoudite et bien sûr les Émirats arabes unis et l'Égypte. C'est quand même les pays qui comptent le plus dans les pays arabes. Quant à l'Algérie, le pays qui était le plus pro-iranien, le plus pro-Hamas, même s'il n'est pas frère musulman, mais qui était le plus dans cet axe parmi les pays arabes, eh bien, il vient de mettre un petit peu des bémols récemment, dans une logique de dissuasion orchestrée par Donald Trump. Pour terminer cet entretien d'un point de vue plus global, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste en ce moment à un éclatement durable de l'ordre international sans véritable centre de gravité finalement? Alors, pour répondre à cette question, c'est le premier chapitre de mon livre, Le Nouvel Ordre post-occidental. Il n'y a jamais eu d'ordre international, c'est une vue de l'esprit, mais c'est pas pour vous critiquer, parce que moi-même j'utilise le mot. Moi j'utilise le mot ordre, mais comme souvent font les universitaires, je déconstruis mon propre mot dans mon intro et dans mon premier chapitre. Raymond Aron préférait l'expression système, qui est moins homogène. Un ordre impliquerait que ça soit ordonné et qu'il y ait un patron et que tout le monde obéisse. Or, ce n'est pas le cas, et ça n'a jamais été le cas. Même sous la guerre froide, il n'y avait pas que les deux camps, il y avait aussi les non-alignés. Il n'y a jamais eu un ordre unique. Il y a des systèmes, comme disait Raymond Aron, qui sont hétérogènes, et la situation normale des relations internationales, comme dit l'école réaliste, c'est un système anarchique. Pour qu'il y ait un ordre international qui soit vraiment un ordre, il faut qu'il y ait un pays qui domine tous les autres, ou alors un ensemble de pays qui soient totalement d'accord pour se partager les zones, mais avec des règles du jeu similaires. On n'a jamais été dans ce cas et nous n'y sommes pas. Et quand il y a eu un ordre international qui paraissait en être un sous la guerre froide avec deux camps, c'était plutôt deux ordres. C'était deux ordres totalement incompatibles, mais comme deux mafieux qui veulent ne pas trop avoir de morts directs, en tout cas pas leurs enfants, ils étaient d'accord pour dire tu vas pas au-delà de la ligne. Et la ligne n'était jamais franchie. On se faisait la guéguerre en Angola, en Corée, en Vietnam ou en Amérique du Sud, mais jamais Moscou frappait directement Washington et jamais Washington aidait même des proxys à frapper Moscou. Et donc aujourd'hui, on est dans un désordre total. Donc on n'est pas plus dans un ordre qu'avant, mais je dirais qu'on est plutôt dans une période de transition pour aller non pas vers un nouvel ordre, il n'y a pas d'ordre, il va y avoir un ordre pluriel. C'est ce qu'on appelle le multipolarisme. L'ordre qui vient, c'est un ordre multipolaire, mais seuls les naïfs croient que l'ordre multipolaire, c'est tout le monde est égal. Il y aura des gens, comme disait Coluche, plus égaux que d'autres. Il y aura le primus inter pares qui reste l'Amérique, car elle a les applis, elle manipule les consciences de toute la Terre avec sa musique, ses modes, ses applis, sa compliance, ses stars. Même des anti-américains, quand je parle parfois avec des gauchistes anti-américains, révolutionnaires, etc., je lui dis, tu écoutes quoi comme musique? Il me dit, il me sort des groupes de rock, Destroy, ou Maneskin, ou les trucs occidentaux totalement américanisés qui chantent anglais, ou alors pour les nostalgiques, les années 80, Bee Gees et compagnie. Mais j'en ai pas beaucoup qui me disent, j'écoute Dalaras, le plus grand chanteur grec, ou qui me disent, j'écoute des chants de Zigan, moi c'est mon cas, ou des chants gitans, ou même Gypsy King, ou des chants indiens, alors là, ne rêvons pas, ou des musiques arabes. Personne ne connaît ces auteurs.
Aucun occidental ne connaît un auteur grec. C'est très rare quelqu'un qui connaisse Dalaras. Aucun occidental ne connaît Marie Sleiman ou Marcel Khalife, ces chanteurs arabo-libanais. Vous voyez? Donc, ça montre bien que l'Amérique n'a pas dit son dernier mot. Ça reste celui qui n'a pas besoin d'envahir les territoires, car l'Amérique envahit les consciences. Et elle forme les modèles, les compliance, les règles des banques, des écoles de commerce, des entreprises, tout le monde. Même les avocats, ils vous font signer des compliance qui sont introduites par les anglo-saxons. Donc, cet ordre multipolaire, il y aura encore longtemps l'Amérique qui sera le premier, la Chine qui sera peut-être le premier en budget, en parité de pouvoir d'achat, mais qui sera encore le second en puissance pure, parce qu'elle n'a pas encore rattrapé en budget militaire, même si elle l'a rattrapé en PIB, elle n'a pas encore rattrapé l'armement américain, mais elle y va à grand V. On aura l'Inde qui aura une grosse part du gâteau, la Russie, grâce à son pouvoir de nuisance purement violent, parce que l'Ukraine, c'est quoi? C'est la Russie qui dit, j'ai pas 1 milliard d'habitants, j'ai pas le plus gros PIB, même si je suis quand même le 5e en parité de pouvoir d'achat. Par contre, je peux faire tout péter. Là, on vous écoute quand même, hein. Et donc, la Chine va se faire respecter par son 1 milliard d'habitants et son PIB, et le fait qu'elle a toutes les chaînes d'approvisionnement des métaux précieux, des terres rares. L'Inde va se faire écouter parce qu'elle a 1 milliard d'habitants, un grand territoire, mais elle a aussi une énorme production. On a délocalisé énormément chez elle aussi. Elle produit tous les médicaments, elle forme des milliers, des millions d'ingénieurs. Et la Russie, on va l'écouter parce qu'elle a le plus grand territoire et le plus grand arsenal nucléaire et un très fort pouvoir de nuisance et une volonté de combat. L'Europe, dans le monde multipolaire, ce sera un endroit de villégiature très sympa, avec plein de vieux, des bobos vieux qui prolongent un peu leur vie parce qu'ils ont des bons systèmes de santé, etc. Mais ils ont renoncé à toute puissance. Ils parlent de puissance, mais c'est toujours du blabla. Pour l'instant, ils ne sont pas devenus une puissance. Et même s'ils deviennent tous beaucoup plus armés, ils ne sont pas capables de s'unir. Donc, ce sera jamais. Vous savez que si on additionnait tous les budgets militaires européens, on serait déjà le deuxième avant la Chine. Et si on additionnait tous les PIB, on serait déjà le premier PIB avant les États-Unis. Mais l'Europe, non seulement est faible volontairement, mais elle est divisée. Donc voilà, le monde multipolaire, ce serait un monde plurinormatif, polycentrique, où il y aura différentes civilisations qui ont différentes normes, différentes visions du monde, différents rapports à la religion, à la femme, à la famille. Regardez l'Europe qui a un rapport à la famille. Vous avez vu la dernière nouvelle, on interdit les enfants dans un TGV, dans les classes premières, mais on va autoriser les chiens. C'est assez hallucinant. Voilà voilà ce qu'est en train de devenir l'Europe. Donc, c'est pas du tout la même valeur familiale, c'est pas du tout les mêmes civilisations que des pays qui sont très, très, très attentives à la famille, les pays musulmans, l'Amérique latine, l'Afrique noire accorde beaucoup. En Afrique noire, l'enfant a le droit de faire du bruit dans les rares trains qu'on peut trouver. L'enfant n'est pas écarté, il est omniprésent. Et donc, on voit bien que le monde qui vient, c'est un monde avec plusieurs systèmes de pensée, plusieurs systèmes juridiques, plusieurs systèmes politiques, avec plusieurs pôles de puissance qui ne seront pas égaux, mais ils vont être obligés de se partager des zones. Il y aura un peu plus pour les Américains, pas mal pour la Chine. La Russie va un peu plus se faire respecter dans 2 ou 3 pays de l'étranger proche, mais pas partout. Et la Turquie va aussi réussir, grâce à son pouvoir de nuisance, à se faire reconnaître un protectorat en Syrie, un peu dans le Caucase et en Irak. Et il y aura l'Afrique et l'Europe qui seront des terres de prédation. Nous, parce que c'est un trésor très agréable où il fait bon vivre, mais on est d'une faiblesse tentatrice. Et l'Afrique qui va rester une zone de ressources à piller allègrement. Eh bien, si on reprend toutes vos conclusions, finalement, quel est l'avenir pour la France, l'Europe et pour Donald Trump dans tout ça? C'est quoi vraiment son réel objectif au final? Alors, je pense que Trump a une stratégie assez évolutive, qui n'est pas du tout clausewittienne. Il a une stratégie qui est faite d'opportunités. Mais il a quand même une ligne directrice. La ligne directrice, c'est tout d'abord l'Amérique d'abord. Certes,
Trump d'abord aussi, hein, Jared Kushner, Trump, son fils, son beau-fils, son autre beau-fils libanais, sa famille, son clan, ses copains, Steve Witkoff, ont fait du business. C'est ce qu'on appelle de la géopolitique immobilière. Ça, c'est un objectif privé. L'objectif public, c'est l'Amérique d'abord, mes électeurs. J'ai pas envie que les démocrates reviennent au pouvoir. Je veux instaurer une nouvelle Amérique, même quand je serai plus là. Donc ça, c'est important. Et donc les électeurs et l'Amérique d'abord, c'est la chose principale. La politique intérieure, c'est la chose principale. Pour l'Amérique d'abord, qui se sent lésée par la globalisation qu'elle a lancée, mais aujourd'hui qui est utilisée par les Chinois, les Indiens et tous les autres, et qui ne lui profite plus, cette Amérique d'abord, elle veut reconditionner, renégocier les termes de la globalisation. C'est pas la mort de la globalisation, mais comme la globalisation occidentale est morte, eh bien, on va renégocier les termes d'une globalisation qui a échappé à l'Occident, et même à l'intérieur de l'Occident, qui n'est plus conforme aux intérêts des Américains. Et donc, aux Européens, aux alliés comme aux ennemis, on va imposer des nouveaux termes de cette globalisation, d'où la guerre tarifaire, le rééquilibre du budget, de la balance des paiements, etc., etc., la dette, d'où la redollarisation. La globalisation commence à devenir anti-occidentale. Les BRICS, en réaction des sanctions sur l'Ukraine voulues par Biden, Trump n'est pas trop un homme de sanctions longues, c'est plutôt un homme de menaces, et après on deal. Mais il a bien vu que des pays commencent à dédollariser, même si c'est très peu. Donc tout cela doit être renégocié. Ça explique le Venezuela, le Groenland, l'Iran. L'idée, c'est d'essayer non pas, c'est pas vrai ce que l'on dit, le but, c'est pas d'empêcher les Chinois d'acheter du pétrole au Venezuela ou en Iran. Le but, c'est d'avoir plus de contrôle sur les pays qui vont vendre du pétrole à qui ou à qui. Mhm. C'est plus subtil qu'un changement de régime. C'est en gros, je contrôle mon hémisphère, c'est la géopolitique hémisphérique. Amérique d'abord, au sens singulier, à l'intérieur. Amérique d'abord, au pluriel, les Amériques à moi. Ça va jusqu'au Groenland, ça passe par le Panama qu'on est en train de récupérer avec BlackRock. Ça passe par une négo avec le Venezuela qu'on renverse pas, mais si le régime qui reste est assez malin, il va sauver sa peau en dealant avec moi. C'est pas toujours facile. Peut-être qu'on va faire pareil à Cuba ou en Colombie. En dehors de l'hémisphère occidental purement américain, il y a l'hémisphère occidental ouest européen qui doit être sous contrôle américain. On ne l'a pas lâché, c'est pas vrai qu'il est lâché. Il va être délégué, ce qui est très malin. C'est le offshore balancing. L'idée de Trump, c'est un empire déglobalisé qui coûte moins cher et qui rapporte plus. Je vais plus dépenser 70% des coûts de l'OTAN alors que je suis que 2 membres américains de l'OTAN sur 30 membres européens. Je vais renverser le truc. Je vais conditionner mon maintien dans l'OTAN si les Européens crachent au portefeuille. Et en même temps, la guerre en Ukraine, qui n'est pas tout à fait innocente, je n'y suis pas tout à fait hostile, je veux plus prendre les risques et je veux plus donner gratuitement les armes. Et je veux même pas prendre les risques de la livraison des armes parce que moi, Trump, je veux m'entendre avec les Russes sur le dos des Européens, encore là, pour faire du business avec les entreprises de pétrole américaines, notamment Exxon, qui est friand, qui a plein de projets à Sakhalin, et sur le dos des Européens. Donc les Européens, ils vont payer la guerre en Ukraine, s'ils veulent la continuer, avec des armes américaines. Jackpot. Je paye moins, je ne prends pas les risques, je suis plus belligérant, les Russes m'acceptent comme interlocuteur alors qu'ils crachent sur les Européens, qui, eux, prennent les risques et le risque de guerre avec la Russie ou la coupure avec la Russie. Donc Russie, Amérique vont s'entendre sur le dos des Européens, d'un don de la farce. C'est pas tout à fait débile comme stratégie. L'autre stratégie, main basse sur les terres rares que les Chinois n'ont pas encore tout à fait pris. Il en reste en Amérique latine, en Afrique et au Groenland. Il y en a aussi en Corée du Nord, mais la Corée du Nord, elle est là, etc. En Indonésie, en Afrique, il y en a beaucoup qui est contrôlé par des boîtes, des sociétés chinoises. Donc, je mets main basse sur les endroits où il y a du coltan, comme en Amérique latine, où il y a des terres rares, comme au Groenland. Les réserves de pétrole, même si c'est pas du bon pétrole très lourd, comme au Venezuela, c'est toujours bon de contrôler les réserves.
Et comme ça, je saurai à qui on vend et je vais me gaver. Ça veut dire que Nord Stream 1 et 2 n'est pas refusé par Trump. Il était contre un Nord Stream 1 et 2 contrôlé par les Allemands et les Russes. Mais si Nord Stream 1 et 2 restent russes, mais avec des capitaux américains, et si Nord Stream 1 et 2 est contrôlé par des boîtes américaines, c'est un des plans. Là, ça m'intéresse même de vendre du pétrole russe aux Européens. Mais les Américains se gaveront et ils contrôleront un peu le système. Vous voyez, c'est pas pareil que George Bush, les guerres impérialistes, le regime change. C'est plutôt contrôler indirectement, ne pas renverser les régimes, montrer un pouvoir de nuisance, parfois par des provocations sidérantes, qui visent à faire baisser la garde de l'ennemi, qui va être rassuré si, en fait, plutôt que de prendre 10 coups, il va en prendre que 2. C'est la stratégie de Trump. Donc on annonce le chaos, puis à la fin, il y a un petit deal qui n'est pas si horrible que ça, qui est acceptable. Tout ça, c'est la géopolitique transactionnelle, opportuniste, changeante, modulable. Par exemple, en Ukraine, au Venezuela, en Iran, c'est très modulable. Déjà, et je conclus, Trump avait annoncé la couleur dans son premier mandat, quand il avait rencontré Kim Jong-il. Il n'a pas eu de résultat. Mais il avait dit, soit on sera les pires ennemis du monde, ce nain de jardin, là, il commence à m'emmerder, c'était pas très sympathique, soit on sera les meilleurs amis du monde, d'ailleurs, je l'ai rencontré, il est très sympa, ça c'est du Trump. Hmm. On joue à l'imprévisibilité et on montre qu'on a un pouvoir de nuisance pour que l'autre quand même réfléchisse, pour prouver qu'on ne ment pas. De temps en temps, on envoie des bombes en Syrie, au Nigeria, en Iran, au Venezuela, etc. On fait des coups pour montrer qu'on n'est pas que dans le bluff. On peut quand même cogner. On est un peu fou. Fou limité, mais un peu fou. Enfin, fou mesuré, mais un peu fou. Du coup, l'autre, quand même, me prend un peu plus en considération que si j'avais fait que du bluff, parce que de temps en temps, je cogne quand même. Et je trouve un deal avec tout le monde. Avec les faibles, ben, ça va être un deal écrasant. Et avec les forts, ce sera un deal du fort au fort. Win-win. Et donc, c'est pas la guerre mondiale avec la Chine. C'est pas la désignation de la Chine comme l'ennemi absolu. C'est un rival systémique qui, s'il est raisonnable, pourra faire un deal avec moi. La preuve, Nvidia, hein, et les terres rares. Il y a eu des négos déjà entre Chinois, ou alors les taxes qui ont été rabaissées à 10%, c'est-à-dire que la Chine est moins taxée par l'Amérique que les alliés européens. Ça montre bien que c'est pas quelqu'un qui va très loin dans la confrontation, mais il est très bon en poker et il est très bon en guerre psychologique. Il a l'air bête, mais en fait, c'est un roi de la manipulation psychologique parce que il fait essentiellement ça. Mais c'est comme quand vous vendez un immeuble, c'est un ancien vendeur d'immobilier ou acheteur. Quand vous avez un produit à vendre, si vous trouvez un pigeon qui accepte de payer 3 fois le prix, bah, tant mieux. Après, s'il refuse et qu'il n'est pas bête et qu'il dit non et qu'il va l'acheter au prix normal, vous avez quand même encore une petite marge. C'est l'opportunisme. C'est une stratégie transactionnaliste, opportuniste, modulable. On est très loin d'un schéma tout fait. C'est pour ça que je pense, c'est ma conclusion, on est dans un pré-Yalta. On n'est pas encore dans un Yalta. Chacun avance ses pions. Les empires moyens, comme la Turquie, les empires moyens sur la sellette, comme l'Iran, les vrais empires, comme la Russie, la Chine et les États-Unis, et un empire en devenir qui a toutes les caractéristiques pour l'être, l'Inde. Ces acteurs-là, mais aussi l'Arabie saoudite et les Émirats, qui sont plus petits mais qui ont un pouvoir de nuisance extrêmement important, des pays montants comme l'Indonésie, le Brésil. D'ailleurs, le Brésil, qui résiste le plus à Trump, a été invité au Conseil de la paix. On voit bien que nous sommes dans un espèce de nouveau système désordonné, mais ça n'a jamais existé, l'ordre. Dans un ordre désordonné, mais c'est normal. Un nouveau système de transition. Nous sommes dans une formule transitoire où on va passer de l'ordre international libéral qui était forgé par les démocrates et les néocons pour justifier l'empire américain et qui arrivait non pas à dominer toute l'humanité, mais il arrivait à s'imposer car personne ne pouvait lui dire non de manière totale. Aujourd'hui, il y a plusieurs empires, globaux ou moyens, qui peuvent dire non à l'OIL.
Et l'ordre international libéral, qui est devenu de plus en plus libéraliste, wokiste, sans frontiériste, est considéré comme nuisible pour l'Amérique, qui veut donc se déglobaliser, se délibéraliser. Elle veut devenir plus illibérale. Donc voilà, le panorama est celui-ci. Un empire américain qui ne cesse pas d'être un empire, mais qui veut avoir moins de responsabilités, gérer plus indirectement, offshore balancing, ça doit coûter moins cher et on va être dans une géopolitique hémisphérique. Premièrement, je gère mon hémisphère occidental, ça inclut l'Europe de l'Ouest, mais surtout les Amériques. À Taïwan, je peux négocier, en Ukraine, je peux négocier, et en Iran, on peut négocier aussi. Pourquoi? Parce que finalement, c'est presque mieux de garder le régime tel qu'il est. Pour les Israéliens, pour les Américains, pour l'Arabie saoudite et pour les Émirats, et pour la Turquie, tous ces pays ont demandé à ne pas frapper massivement l'Iran. Pourquoi? Parce que si l'Iran devient la plus grande puissance du Moyen-Orient, 90 millions d'habitants, des dizaines de milliers de diplômés ingénieurs chaque année, un très bon niveau de formation malgré la paupérisation, un potentiel gigantesque, ça peut concurrencer certains alliés de l'Arabie saoudite. Donc on va rester dans une politique d'équilibre où chacun équilibre l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui devienne trop fort. Je vais équilibrer l'un par l'autre. Donc, c'est une stratégie qui est peut-être cynique, mais qui est très proche de celle de Kissinger, le théâtre en plus. Eh bien, Monsieur Delval, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis, on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Je rappelle que votre livre est toujours disponible. On met le lien dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.